C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine. Le président égyptien a pris la présidence tournante de l'UA ce week-end lors du 32e sommet à Addis Abeba. Il succède à son homologue rwandais Paul Kagame. Deux styles diamétralement différents. Nous ferons le bilan de la présidence de Paul Kagame et nous listerons les défis qu'attendent le nouveau président de l'UA. Nous irons également au Zimbabwe faire le point après la violente répression suite aux manifestations du 15 et 16 janvier dernier. Notre envoyée spéciale Caroline Dumais est allée à recueillir le témoignage de femmes qui affirment avoir été violées par des hommes en uniforme. Enfin, nous reviendrons sur ce rapport accablant d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'ONG dresse un bilan sévère et craint que cela ne mette à mal la stabilité dans le pays. La correspondance à Abidjan à suivre à la fin de ce journal. L'actualité africaine a été marquée ce week-end par le passage de témoins entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine. Deux styles très différents se succèdent. Que peut-on dire de la présidence de Paul Kagame? Quels sont les défis du nouveau président Abdel Fattah al-Sisi? La réponse avec notre envoyé spécial Marc Perelman. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est donc le nouveau président en exercice de l'Union africaine pour l'année à venir. C'était un moment qu'il attendait. Il est venu ici avec une grosse délégation. Il a immédiatement voulu imprimer sa marque, son autorité, en bousculant un petit peu le protocole et en insistant pour être au premier rang et au centre de la photo de famille avant même qu'il ne prenne officiellement la tête de l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture, il a parlé de terrorisme, de la sécurité, mais il a aussi affirmé qu'il voulait continuer les réformes qui ont été enclenchées par Paul Kagame. Des réformes avant tout économiques, notamment la création d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale. Nous en sommes, à l'heure où je vous parle, à 52 signatures de cet accord sur 55. Il reste 3 pays, 18 ratifications. Il en faut 22 pour que cette zone de libre-échange rentre en exercice. Donc c'est vrai qu'il y a eu des progrès. Sur l'autre sujet, la création d'une taxe de 0,2% des importations hors africaines pour mieux financer l'Union africaine, là les progrès sont beaucoup plus longs. Mais c'est vrai qu'on voit déjà un changement de ton, un changement d'attitude. Reste à savoir si l'Égypte va vraiment s'intéresser à l'Afrique. Et c'est vrai que pas mal d'officiels de pays d'Afrique subsaharienne se pose la question, Abdel Fattah el-Sisi poursuit-il une trajectoire avant tout personnelle pour redorer son blason sur la scène mondiale ou va-t-il vraiment s'intéresser à l'Afrique? Le premier test, ce sera sans doute la Libye. Il en a été beaucoup question. Les pays de l'Union africaine ont insisté pour être plus étroitement associés à la procédure de médiation qui est menée par les Nations Unies. L'Égypte aura sans doute son mot à dire. On sait que c'est un sujet très sensible pour Abdel Fattah el-Sisi. Et puis justement, sachez que l'un des premiers messages de cette présidence a été d'appeler à une conférence sur la Libye et à l'organisation d'élections en octobre prochain. Comment s'est déroulé ce 32e sommet de l'Union africaine? Nos équipes ont pu interviewer de nombreux chefs d'État. Certains font face à des situations politiques très instables dans leur pays. C'est le cas notamment du Tchad, de la Centrafrique et du Zimbabwe. Nicolas Germain a compilé toutes ces réactions au micro de Marc Perelman et Zora Ben Miloud. De nombreux chefs d'État africains avaient fait le déplacement à l'Union africaine. Certains sont venus alors qu'ils font face à des situations très difficiles chez eux. C'est le cas du président tchadien Idriss Déby. Il a demandé à son allié français de bombarder une colonne d'hommes armés dans le nord du pays. Les rebelles de l'UFR ont dit avoir été visés. Idriss Déby, lui, les qualifie de terroristes. Vous croyez qu'ils sont tous des Tchadiens, ceux qui sont venus attaquer? Ils sont d'où? Je ne peux pas vous dire maintenant de quel pays ils viennent. Il y a une enquête qui est en cours et cette enquête déterminera la nationalité, les différentes nationalités qui font partie de cette colonne. En Centrafrique, 80% du territoire est contrôlé par des groupes armés, mais un accord de paix vient d'être signé avec les autorités. Le président Faustin Archange Touadéra a affirmé qu'il n'y aurait pas de grâce pour les chefs de groupe qui ont commis des crimes. Pas d'amnistie puisque nous, la Constitution a prohibé, donc nous allons lutter contre l'impunité, mais nous travaillons sur des mécanismes de justice transitionnelle pour permettre de favoriser la réconciliation. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, lui, a été confronté à des manifestations qui ont fait plusieurs morts. Un calme total est revenu au Zimbabwe. Et nous savons aujourd'hui que tout ceci avait été planifié. C'est un plan bien huilé
fomentés par des ONG locales qui ont d'importants financements et par le parti d'opposition MDC Alliance. Félix Tshisekedi est élu à son premier sommet de l'Union africaine en tant que président de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, contrairement à son homologue zimbabwéen, il n'a pas eu affaire à de grandes manifestations contre son gouvernement. Mais il se sait très surveillé, alors qu'à l'instar de l'Union européenne, beaucoup ont émis des doutes sérieux sur sa victoire. On en vient à la candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril prochain. Elle a été officialisée via un communiqué par la présidence. Le chef de l'État algérien a promis, s'il est élu, d'organiser, je cite, une conférence nationale qui pourra aussi proposer un enrichissement profond de la Constitution. Fin de citation. Et puis à ce sujet, nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Zora Ben Miloud et Marc Perelman, ont pu recueillir la réaction du Premier ministre algérien Ahmadou Yahya. Il représentait l'Algérie au sommet de l'Union africaine. Pour lui, cette candidature est une évidence malgré l'état de santé du président algérien. Écoutez-le. Le bilan de 5 années pendant lesquels il a dirigé le pays avec son handicap médical est un bilan des plus élogieux. Et pourquoi pas demain ne serait-il pas de la même qualité? Il n'y a pas de décision majeure ou de décision nouvelle, substantielle, qui n'est pas prise sous son orientation. Il préside ses conseils des ministres, il dirige son gouvernement, il dirige le pays. En bref, au Sénégal, un militant du camp du pouvoir a été tué ce lundi dans l'est du pays lors de heurts entre des partisans du chef de l'État sortant, Macky Sall, et de l'opposition. Il s'agit du premier mort signalé depuis le 3 février, début de la campagne pour le scrutin présidentiel. Par ailleurs, au moins 2 personnes ont été grièvement blessées ce dimanche à Fatick, dans le centre-ouest du pays. On va parler à présent du Zimbabwe et de la vague de manifestations violemment réprimées le 15 et le 16 janvier dernier. Les Zimbabwéens dénoncent de plus en plus les exactions perpétrées par les forces de l'ordre. Notre envoyé spécial dans le pays a pu recueillir des témoignages de femmes qui affirment avoir été violées par des hommes en uniforme. Reportage signé Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Elles se cachent et les foyers qui les accueillent sont recherchés par la police. Mais les victimes de viols des 3 dernières semaines au Zimbabwe sortent progressivement de leur silence. Le 15 janvier, ils sont venus à 5. Ils avaient des masques noirs, on ne voyait pas leur visage, juste leurs yeux. Ils portaient l'uniforme camouflage de l'armée. L'un d'entre eux m'a violée sans aucune protection. Ils sont entrés chez moi le 18 janvier. Ils cherchaient les opposants du parti MDC, ceux qui lançaient les pierres dans la rue. Ils m'ont demandé où était mon petit ami. Ils voulaient violer ma fille de 13 ans, mais je leur ai demandé de me prendre à sa place. Ils ont mis un couteau sous la gorge de ma fille. Il y avait 3 militaires, un policier et un homme civil. Tous étaient masqués. La jeune mère a été testée séropositive. Le jour où nous l'avons rencontrée, les docteurs lui ont conseillé d'arrêter d'allaiter. Les victimes ont encore la peur au ventre depuis la vague de répression lancée mi-janvier par le gouvernement. Les organisations des droits de l'homme continuent à comptabiliser les centaines d'abus commis par les forces de sécurité. Viols, passage à tabac, torture, arrestations. Lorsqu'on observe la nature des violations et les schémas, je pense qu'il s'agit d'instaurer la terreur dans les différentes communautés. De cette manière, même après coup, ces communautés seront affectées. Les gens seront terrifiés lorsqu'ils verront des militaires en uniforme. Le gouvernement n'a pas reconnu les viols en série des militaires. Il demande aux victimes de déposer plainte au poste de police. La justice va s'occuper de tous ceux qui ont commis des actes de violence, de ceux qui ont violé, de ceux qui ont pillé, de tous les criminels. La balle est dans les mains du président Mnangagwa, dont l'image se ternit. Son silence face aux exactions de ses soldats laisse penser qu'il ne s'est jamais affranchi de la tutelle de l'armée qui l'a porté au pouvoir. Dans un rapport publié ce lundi, Amnesty International dresse un bilan sévère des atteintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, l'ONG s'inquiète d'une situation fragile en matière des droits humains. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook.
Arrestations et emprisonnements arbitraires, harcèlement de l'opposition, de la société civile et des médias critiques. Le bilan dressé par Amnesty International en matière de droits humains en Côte d'Ivoire est très sévère. L'ONG, dans son rapport publié ce lundi, liste une série de ce qu'elle considère comme des atteintes à la liberté d'expression. Il y a par exemple l'arrestation de 17 journalistes de manière arbitraire au cours des 5 dernières années. Il y aurait aussi le harcèlement judiciaire contre des opposants et des blogueurs qui se seraient simplement exprimés à travers des médias ou des réseaux sociaux. Ces critiques ont été balayées par le ministre ivoirien de la Justice qui estime que ce sont des accusations infondées et qui veut réaffirmer la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires en Côte d'Ivoire. On parle d'un blogueur qui aurait été arrêté. Mais comme je l'ai souligné, la liberté d'expression s'exerce dans les limites prévues par la loi. Lorsque vous enfreignez la loi, vous êtes poursuivi. C'est pareil pour le député. Lorsqu'il y a atteinte à la loi, les gens sont poursuivis, c'est ce qui a été fait. Donc il n'y a pas d'acharnement particulier contre l'opposition ou des individus de type particulier. Non, il n'en est pas question. Le rapport dénonce aussi la surpopulation carcérale, elle est de 200% en moyenne ici en Côte d'Ivoire et 152 personnes seraient mortes depuis 2014 à cause des mauvaises conditions de détention. Le ministre de la Justice reconnaît le problème et met en avant l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale dont l'un des objectifs est de juguler cette surpopulation carcérale. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nadia Marloufi.